D'autre part, lorsqu'on parle de personnes exilées qui ont dû quitter la maison, on est à près de 100 millions de personnes encore selon les données des Nations Unies, ce qui est près de 3 fois la population du Canada. Donc, ces chiffres sont immenses, mais ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est à la fois, oui, l'ampleur de ces questions, mais aussi les personnes qui se cachent derrière ces chiffres. Je suis extrêmement fier d'être associé avec Métropolis Francophonie Mondiale. Dans un court laps de temps, c'est un très grand réussi d'être capable de réunir toutes ces personnes à travers tous ces pays pour parler des enjeux extrêmement importants pour l'avenir non seulement de la francophonie, mais l'avenir si on veut, de la condition humaine, tel que décrit dans le titre de notre conférence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment heureuse de prendre part à cette cérémonie d'ouverture de ce congrès virtuel organisé par Métropolis Francophonie Mondiale sous le thème « Mobilité humaine dans l'espace francophone, où allons-nous » Avant de partager quelques réflexions sur cette pertinente thématique, je souhaiterais adresser bien entendu mes sincères remerciements à Madame Caroline Guimont, qui est à la tête de Métropolis Francophonie Mondiale, pour m'avoir aimablement invité à co-présider ce congrès conjointement avec d'autres éminentes personnalités, Madame Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski et Monsieur Yves-Gérard Méhou-Loco. Nous sommes heureux de ce partenariat en continu avec Métropolis Francophonie Mondiale et avec Madame Caroline Guimont, car je souhaite le rappeler, elle avait largement contribué par ses implications à l'organisation et à la réussite de la table ronde que nous avions tenue le 18 octobre 2023 au sein de notre ambassade à Ottawa autour du thème de l'immigration marocaine au Canada. C'est donc avec un grand honneur et bonheur que je prends part à cette agora francophone que permet le congrès virtuel organisé par MFM, un espace qui nous procure la possibilité d'échanger et de débattre en langue française sur la thématique migratoire, sujet fondamental qui tout simplement concerne l'humanité dans son ensemble. J'avais eu grand plaisir à assister pour la première fois aux travaux réussis et aux débats fructueux de Métropolis Francophonie Mondiale l'année dernière, en présentiel à Ottawa, et qui ont connu véritablement une audience impressionnante. Cette année, la formule en distanciel permettra, à n'en pas douter, de toucher un auditoire international encore plus large que je salue au passage. Nous avons donc ici, aujourd'hui, grâce aux efforts et à la mobilisation de toutes et de tous, l'opportunité de jeter une passerelle entre les communautés francophones du Québec et les autres communautés francophones à travers le monde. Et de ce pont, ainsi érigé entre nous tous et toutes, francophones, nous avons et aurons la faculté de pouvoir discuter en commun et en profondeur des questions migratoires qui se rapportent et interpellent nos communautés. Mesdames et messieurs, lorsque l'on évoque le sujet des migrations, plusieurs questions se posent à nous et s'imposent à nos esprits, comme la reconnaissance ou non des compétences, l'impact du changement climatique sur le phénomène migratoire ou la mobilité des jeunes francophones, thèmes qui seront développés et débattus dans les 3 sessions plénières de ce congrès. Concernant la reconnaissance ou non-reconnaissance des compétences, elle constitue un facteur déterminant du dialogue entre les 2 rives de la francophonie, entre les acteurs migratoires, porteurs de ces compétences, et les contrées d'accueil, demandeuses de ces mêmes compétences. Le problème est général et le phénomène est mondial, d'où la mobilisation des organismes multilatéraux comme l'UNESCO, qui a pu faire adopter la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur
laquelle convention est officiellement entrée en vigueur depuis le 5 mars 2023. L'instrument juridique est donc là. Mais qu'en faisons-nous? Comment transformer cet instrument entre les mains des États en atout au bénéfice des porteurs de compétences? Ici au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique et là en Europe, mais aussi et surtout en Afrique francophone, des idées germent, des décisions prennent forme et les actions se préparent. Mais il reste à déterminer d'un commun accord le sens et les objectifs d'une éventuelle mais possible réglementation pour la reconnaissance des acquis et donc pour l'évitement de ce gaspillage de compétences auquel nous assistons. Pour le changement climatique, nous ne le dirons jamais assez. Il s'agit d'une préoccupation mondiale et globale, d'un danger et d'un défi planétaire, au niveau environnemental, bien évidemment, mais aussi et surtout sur le plan humain. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que l'Afrique n'est responsable que de moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais elle est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Le Centre africain pour la politique en matière de climat de la Commission économique pour l'Afrique indique que les coûts des pertes et dommages dus au changement climatique en Afrique sont estimés entre 290 000 et 440 milliards de dollars sur la période 2020-2030. Dans cet intervalle, le choc climatique et la fermeture des perspectives incitent bien des gens à émigrer, à aller ailleurs, accentuant davantage le déjà très considérable phénomène migratoire. Aussi, et face à cette réalité qui rythme le présent et dicte l'avenir, les pays du Sud les plus vulnérables se sont regroupés pour unir leurs voix sur le plan institutionnel. Et cela intervient alors même que les populations œuvrent à trouver leurs propres solutions, qui passent souvent par la migration, mais se trouvent en but à d'autres populations, celles de l'accueil, qui, à leur tour, sont victimes des ravages du changement climatique, ainsi que l'on a pu le constater auprès de la communauté francophone des territoires du nord-ouest canadien où de grands feux ont causé d'énormes ravages et dégâts impressionnants en 2023. Je vous rappelle qu'il s'agissait de 18,5 millions d'hectares de forêt qui sont partis en fumée au Canada en 2023. Il reste les jeunes francophones et leur mobilité, qui eux-mêmes questionnent sur l'avenir de la langue française dans le monde actuel et ses perspectives dans le monde du futur. Quel sera le rôle du français et surtout, quelle sera sa place dans le monde? Le français comme langue, comme culture, est-il simplement un vecteur de mobilité et de facilitation de départ de contrées francophones pour arriver dans d'autres espaces francophones? Comment s'identifie-t-on à la langue française et aux cultures qu'elle véhicule? Cette langue facilite-t-elle les expériences migratoires positives, fussent-elles locales, régionales, voire internationales? Les défenseurs de la langue française lui procurent-ils tous les moyens pour montrer sa très possible résilience? La traduction de certains travaux et publications en recherche et développement, les facilités de mobilité mutuelle entre les jeunes de pays francophones, la création d'un congrès mondial des étudiants francophones pour échanger sur les différentes problématiques. Mesdames et messieurs, dans cette vaste et double problématique croisée de la migration et de la francophonie, il est tout naturel, en ma qualité d'ambassadrice, de poser la question de savoir où se situe mon pays, le Royaume du Maroc. Le Maroc bénéficie d'une géographie généreuse, le plaçant à la confluence d'un ensemble de cultures, de civilisations et donc de langues. Feu Sa Majesté Hassan II avait déclaré qu'un Marocain, de par sa nature, devrait s'exprimer en 4 langues, arabe, français, espagnol et anglais. Et son successeur et héritier, Sa Majesté Mohamed VI, avait impressionné le monde à Rabat en mars 2019 en prononçant
son allocution de réception de sa sainteté le pape François dans ces mêmes 4 langues, arabe, français, espagnol et anglais. Au Maroc, nous avons 2 langues officielles, l'arabe et l'amazigh, et le français reste encore, comme chacun sait, très présent au sein de notre société, et bien que l'anglais ait réalisé une remarquable et remarquée intrusion depuis quelques années, notamment dans le rang de nos jeunes. Fort de ces 2 atouts, de la géographie et de la langue, le Maroc fut et demeurera un pays de migration, avec 5 millions de ses ressortissants qui ont essaimé à travers le monde et plusieurs centaines de milliers d'étrangers qui ont pareillement choisi de vivre au Maroc. Nous avons donc, en matière de migration, de vivre ensemble et de faculté d'adaptation aux cultures étrangères sur notre sol ou ailleurs, nous avons notre histoire nationale à raconter et nos histoires personnelles à partager. Par ailleurs, et depuis un quart de siècle, le Maroc a choisi de s'ancrer dans sa profondeur africaine, tout en restant ouvert au monde. Par son Sahara, le Maroc est lié et relié à l'Afrique. Et par sa façade atlantique, le Maroc est une porte d'entrée mondiale sur l'Afrique et une porte de sortie africaine vers le monde. Le Maroc, passerelle entre ces 2 mondes, est disposé à offrir ses expertises et son expérience dans les débats qui se tiendront lors de ce congrès. Mesdames et messieurs, nous avons tellement à nous dire et nous devons tellement nous écouter sur tous ces thèmes qui seront développés et enrichis par les nombreux et différents intervenants. Nous sommes disposés à apprendre des vécus des autres et à offrir nos expériences marocaines en partage. Je nous souhaite donc un bon congrès et je vous remercie pour votre attention. Je dois vous dire, c'est un véritable plaisir et un honneur de me retrouver avec vous tous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chères coprésidentes et chers participants et participantes, bonjour à vous. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous parler depuis le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux immémoriaux depuis des temps immémoriaux dans la région d'Ottawa où je me trouve aujourd'hui. Cette reconnaissance du territoire qui est désormais bien ancrée dans la volonté de réconciliation qui est initiée au Canada illustre également à quel point notre pays a été construit par la migration de population. Il y a maintenant 36 ans que je suis moi-même arrivé au Canada comme jeune adolescent. Par cette reconnaissance, je tiens à signifier mon engagement à la réconciliation avec les Premières Nations, Métis et Inuits du Canada. Au fil des siècles, les populations de partout sont venues s'installer sur ces terres, apportant avec elles un bagage culturel, religieux et identitaire. Ces différentes migrations sont aussi synonymes de coexistence entre les peuples. On venait au Canada pour échapper aux guerres et à la famine, en Europe notamment au début. Ces vagues migratoires ont permis un accès à l'emploi, une possibilité de contribuer à un effort social collectif, plutôt que d'être des exclus dans les sociétés d'origine. Cependant, ces vagues migratoires ont aussi exclu de l'effort collectif des populations entières, des populations autochtones du Canada, victimes quant à elles de cette immigration. On venait au Canada pour les opportunités. Aujourd'hui encore, la migration ouvre une multitude de possibilités pour les individus et les pays concernés. Elle représente pour les gens l'accès à un emploi, l'acquisition de compétences et de qualifications, l'amélioration des conditions de vie. Pour les pays d'origine et de destination, elle est aussi le moteur de croissance et de développement. Parallèlement, en tant que processus, la migration est marquée par d'énormes inégalités et de graves atteintes aux droits humains. L'engagement de l'UNESCO dans ce domaine émane de sa mission de promouvoir la paix, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et le dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information.
L'UNESCO met en avant le visage humain de la migration et aborde les conséquences des mouvements de population à travers ces différents domaines de compétences, en s'appuyant notamment sur les normes et les principes relatifs aux droits humains. Par exemple, tout ce qui a trait à la liberté de presse, l'accès à l'information et à la sécurité des journalistes. Il s'agit de priorités de l'UNESCO. En 2021, par exemple, un guide à l'intention des professionnels des médias sur la couverture des questions relatives aux migrants et aux réfugiés a été publié par l'UNESCO. Autre exemple, l'UNESCO est aussi active dans le domaine de la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur qui est étroitement lié à la mobilité humaine. J'en parlerai d'ailleurs lors de la première plénière à laquelle j'aurai la chance et le privilège de pouvoir participer. Aujourd'hui, sur les 235 millions d'étudiants à travers le monde, eh bien 6 millions étudient à l'étranger contre 2 millions en 2000 seulement. Plus de la moitié de ces 6 millions étudient en dehors de leur région. En novembre 2019, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur a été adoptée lors de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO, devenant ainsi le premier traité des Nations unies sur l'enseignement supérieur de portée mondiale. La Convention mondiale établit notamment les principes universels pour une reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des qualifications de l'enseignement supérieur et des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur en offrant des possibilités d'études et d'emploi, comportant ainsi des dispositions sur les modes d'apprentissage non traditionnels. Eh bien, cette convention facilite également la reconnaissance des qualifications, des acquis et des périodes d'études réalisées à distance. En outre, elle favorise la reconnaissance des qualifications des réfugiés, même dans les cas où les preuves documentaires font défaut. En ratifiant cette convention, les pays s'engagent à renforcer la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, à améliorer également sa qualité dans leur pays et dans le monde, et à contribuer à faire de la mobilité académique, de la reconnaissance des qualifications une réalité pour des millions de personnes à travers le monde. La mobilité des personnes dans l'espace francophone est tout d'abord liée à une histoire coloniale qui, dans la plupart des cas, a été violente. Population arrachée de force à leur terre, acculturation, déni d'identité et j'en passe. Aujourd'hui, l'espace francophone est immense, étendu sur 70 pays. C'est non seulement un espace de diversité, mais c'est aussi un espace migratoire important, tant au niveau de la migration sud-nord, la migration sud-sud, mais aussi la migration nord-nord entre les pays francophones. Notre histoire commune nous condamne à vivre ensemble. Les pays et les États francophones ont certes en commun la langue, une tradition juridique similaire, des institutions communes. Force est de constater qu'aucune politique commune des flux migratoires n'existe entre les pays francophones. De nos jours, les politiques migratoires développées par les pays du Nord, particulièrement, sont élaborées dans un souci de protection des frontières et de réglementer également l'arrivée des nouveaux arrivants. Nous nous éloignons de plus en plus d'un modèle favorisant un droit à la migration dans l'espace francophone. Je vous avoue personnellement être préoccupé par ce resserrement. Je suis aussi assez perplexe quant à l'attitude des gouvernements des pays d'accueil. Je suis cependant ravi de voir la tenue d'un congrès comme celui-ci, qui permettra donc de favoriser les échanges et les discussions autour de la mobilité dans l'espace francophone. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, de fructueuses discussions, de fructueux échanges, et je suis particulièrement honoré d'avoir la chance de pouvoir participer à ces conversations en votre présence. Merci à vous et bon congrès.